Et donc, je pense qu'on peut directement reprendre sur là où on était la dernière fois, qui était donc du coup notre. Putain, je dis beaucoup, donc du coup, je me rends compte à chaque fois quand je prépare les VOD de la vidéo YouTube, et je suis obligé de couper plein de donc du coup, ça me rend fou. Vraiment, je fais que dire ça. Faut que je me calme. Vraiment, je trouve ça vraiment désagréable de fou. Alors, on était sur euh, la découverte de l'enfance par l'historien. On avait fait plusieurs parties de l'article déjà. Et donc, ce qui s'était dit dans l'article, c'était donc une triple approche de la problématique de l'enfance et la manière dont cette problématique se pose à l'historien. Et donc, il y avait donc bien une triple approche. La première approche était la manière dont elle apparaît dans les discours et les pratiques sociales. Donc ça, c'est la manière dont la figure de l'enfance apparaît. Donc il y avait plusieurs discours qui ont été pris en exemple. Il y avait notamment le discours mythologique et le discours religieux. Donc le discours mythologique où les enfants peuvent apparaître comme figures fondatrices de leur société. Il y avait l'image de Rémus et Romulus, par exemple, pour Rome. Il y avait le mythe religieux, il y avait un développement sur le culte de l'enfant Jésus, etc. Donc la manière dont l'enfant apparaît dans différents discours sociaux que la société se raconte elle-même. Donc là, par exemple, sur l'enfant fondateur de la société, ou l'enfant comme figure d'une vie proche de Dieu, une figure pure, d'une vie pure de péché, voire comme enfant divin dans le cas de l'enfant Jésus. On a appris que le culte de l'enfant Jésus, justement, se déroulait pendant le moment que Philippe Ariès, donc historien un peu pionnier dans l'histoire de l'enfance, a repéré comme étant le mouvement qu'il a désigné comme le moment de développement du sentiment de l'enfant, c'est-à-dire un moment particulier dans l'histoire où la vie des enfants prend de la valeur par rapport à avant. Bon, on va peut-être en reparler un peu après, on va pas refaire le développement que j'avais fait la dernière fois. Donc ça, c'était une partie de la chose. L'autre partie, c'est qu'on avait vu aussi que, notamment aux alentours du XVIIIe siècle, l'enfant a pris de l'importance dans les récits biographiques, où, du coup, avant cette période, quand on faisait des récits de vie, l'enfance prenait très peu de place, voire quasi pas de place. On avait terminé par lire un extrait des Confessions de Rousseau, qui lui, dans sa biographie, donc les Confessions, qui est un écrit biographique, donne une place importante à son enfance, raconte son enfance, etc. Et donc c'est pour ça qu'il est un peu considéré parfois comme père fondateur du sentiment de l'enfance occidentale comme on le connaît aujourd'hui. Et donc c'était là-dessus qu'on s'était arrêté. Mais donc tout ça, ça concernait la manière oui, voilà, dont l'enfant est abordé dans les discours sociaux et comment il apparaît dans les discours sociaux. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième phase problématique de l'article, qui est la manière dont la catégorie historiographique d'enfant se construit, donc la manière dont l'historien repère cette catégorie d'enfance pour pouvoir écrire une histoire avec un petit développement là-dessus. De toute façon, je pense que ça va se comprendre dans la suite de l'article. Donc, on va pouvoir passer directement à la suite. Et juste avant ça, virer ce petit bot. Du coup, je crois qu'on en était là. On était à la partie représentation. Donc, allons-y. Pour que cela soit clair, l'enfance, en tant que période bien définie de la vie, est toujours un objet de représentation, même lorsqu'elle est ignorée dans les récits. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc auquel j'ai pensé en montant la VOD, c'est que l'article commence quand même avec un peu des gros sabots, et j'ai pas fait de remarque dessus, alors que c'est un peu, on comprend ce qu'il veut dire, mais c'est un peu contestable. Oui, parce qu'il commence directement par dire que l'enfance est autant un fait de nature biologique et physiologique qu'une notion culturelle. Et bon, évidemment, la question de est-ce que l'enfance est un fait de nature en soi, ça se discute parce qu'on comprend bien ce qu'il veut dire, c'est que on va dire, dans la genèse des personnes, dans l'ontogénèse, donc la manière dont un individu se développe, on voit bien qu'il y a
maturation, et on pourrait dire, bah, du coup, la maturation, c'est un truc naturel. Si c'est ce qu'on appelle l'enfance, c'est la maturation d'un individu, on peut dire, ok, l'enfance est un fait biologique. Sauf que est-ce que c'est vraiment ça qu'on appelle l'enfance? Parce que bah, très vite, même en prenant que la maturation physiologique, on va dire, et biologique, on va dire ne serait-ce que la croissance, quoi. Bah, dedans, à la plupart du temps, dans le même moment où un individu parcourt cette maturation, on va distinguer entre des fois la petite enfance et l'enfance. Est-ce que c'est la même catégorie ou pas? On va parler d'adolescence, on va parler des fois de jeunes adultes. Il va déjà y avoir une segmentation, et le fait de segmenter la maturation en disant qu'il y ait un endroit qui s'appelle l'enfance, des endroits qui répondent à d'autres critères, mais du coup aussi à d'autres pratiques. Bah, par exemple, voilà, les enfants de 8 ans n'ont pas accès à un emploi, à un service civique, qui est un truc qui est accessible aux mineurs qui sont plus âgés, qui sont du coup dans le droit encore classés comme mineurs, et donc on pourrait peut-être encore le considérer comme des enfants, mais on voit bien que c'est déjà une notion culturelle, quoi. En fait, déjà le fait de dire, enfin déjà de placer voilà, la catégorie d'enfant, ça charrie déjà des conceptions culturelles de à quel groupe appartient l'individu, et on parle pas seulement de la maturation biologique, il me semble, même si du coup là on comprend ce qu'il veut dire, et je pense que ce qu'il veut dire c'est que voilà, quand on parle d'enfance, on a en tête une maturation biologique qu'on a tendance du coup à considérer comme naturelle, et d'un autre côté, il y a une tendance qui serait plus culturelle. Mais bon, déjà le fait de classifier la maturation biologique comme la phase d'enfance et donc comme une phase mineure, c'est déjà une intervention culturelle. Mais voilà, du coup, je te tenais quand même à faire ce petit retour sur, bon là, évidemment, c'est un article très général, donc on comprend que de toute façon, il a un peu besoin d'arriver avec des gros sabots, avec les préconceptions qu'on peut avoir, mais que voilà, ça se discute que l'enfance puisse être une notion biologique. Donc, je reprends. Pour que cela soit clair, l'enfance, en tant que période bien définie de la vie, est toujours un objet de représentation, même lorsqu'elle est ignorée dans les récits. Donc voilà, là on a dit que dans les biographies avant le XVIIIe siècle, il n'y avait pas beaucoup, et c'était pas beaucoup fait mention de l'enfance. Mais ce qu'il dit, c'est que même lorsque ça n'intervient pas dans les récits, même lorsque c'est pas objet de représentation culturelle, évidemment, il y a une certaine représentation, comment dire. Le fait que les enfants apparaissent dans les biographies, c'est pas que d'un coup les gens ont fait waouh, mais les enfants existent en fait. Évidemment, les gens étaient conscients avant ces représentations-là, et du coup se faisait une représentation particulière de l'enfance. En fait, même avant la découverte de l'enfance par les historiens, les représentations populaires la distinguaient clairement comme un stade de la vie. L'enfance était représentée comme le premier échelon sur l'échelle des âges de la vie. Tout être humain traverse l'enfance jusqu'à l'âge de 10 ans, la jeunesse jusqu'à 20 ans, et ainsi de suite jusqu'à la mort à l'âge de 80 ou 100 ans. Traditionnellement, ce genre de divisions sont liées à la théorie des humeurs de l'ancienne médecine dans le système des humeurs. Le tempérament des jeunes gens est censé être chaud et humide et par conséquent vitalisant. Et donc là, on voit que c'est intéressant, je me rappelle plus de ce passage, mais que cette conception c'est lié à une théorie médicale, donc une théorie biologisante, mais une théorie biologisante qui est obsolète aujourd'hui. Et le fait que la théorie soit obsolète montre aussi que bah, la science c'est aussi culturel. En fait, une science est propre à une culture. Donc, même quand on dit que c'est un phénomène biologique, de quelle science, de quelle médecine on parle, de quelle biologie on parle, et ben ça aussi c'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui on va plus évidemment classifier l'enfance à partir d'une théorie médicale qui serait la théorie des humeurs, qui est complètement obsolète. Mais donc du coup dans cette théorie, les jeunes gens étaient censés avoir un tempérament chaud et humide, et par conséquent vitalisant. Donc vitalisant, j'ai traduit life-giving, donc voilà. Métaphoriquement, l'enfance correspond à la saison du printemps. Mais les divisions n'étaient pas invariables, elles changent selon la période, le lieu, l'auteur ou l'imprimeur. Donc voilà, ça confirme ce que je disais avant. Certains savants décrivent des distinctions plus raffinées. Dans son livre The Touchstone of Complexion, le physicien néerlandais célèbre en son temps du XVIIe siècle, Levinus Leminus, distinguait par exemple entre la petite enfance, 1 à 7 ans, entre l'enfance de 7 à 15 ans,
à la puberté de 15 à 18, l'adolescence de 18 à 25 ans et la jeunesse de 25 à 35 ans. Évidemment, dans cette échelle de la vie, les observations du physicien sont ajustées par les considérations culturelles du citoyen. L'âge de 25 ans dans son pays correspond à l'âge de la majorité et l'âge de 35 ans est approximativement la limite pour tenir des offices politiques. Donc voilà, on voit clairement que là, la vie est découpée en fonction aussi de fonctions politiques et donc de fonctions culturelles qui est donnée à l'individu. Et donc typiquement là, en Hollande, à l'époque de Léminus, et ben, à 25 ans, on pouvait prendre part à la politique et c'est pour ça qu'on va dire qu'on est adulte à 25 ans. Et c'est pas parce qu'on est adulte à 25 ans qu'on peut prendre part à la politique. C'est parce que du coup maintenant, nous on a tendance à dire qu'on est adulte à partir de 18 ans parce qu'on peut prendre part au vote, qui est du coup un peu notre conception de la participation politique. Les considérations biologiques et culturelles s'entremêlent et c'est très compliqué de dire ah, l'enfance c'est une notion qui a un noyau dur biologique qu'on ne pourrait pas remettre en cause. Dans d'autres sociétés, la majorité peut être atteinte à un âge beaucoup plus jeune, ce qui peut affecter la représentation de l'enfance sans parler des distinctions entre les genres. L'échelle de la vie distingue aussi habituellement une période identifiée comme adolescente, mais peut-être encore plus que l'enfance, l'adolescence a longtemps été négligée dans l'histoire culturelle et pour ce qui nous intéresse dans l'histoire de l'éducation. En vérité, l'adolescence est certainement plus difficile à définir. Le concept même d'un tel stade intermédiaire entre la jeunesse et l'âge adulte a par la suite et dans d'autres sociétés été remis en cause. L'adolescence ne correspond pas à une période claire et stable dans le cours de la vie à travers les siècles et jusqu'à très récemment, en fait jusqu'à la démocratisation des études secondaires et supérieures durant le XXe siècle, les adolescents n'étaient pas retenus dans un cadre institutionnel unique, contrairement aux élèves de l'école primaire. Donc là, c'est intéressant. Je sais qu'il y avait ici donc certaines personnes qui écoutent ce live qui étaient présentes pendant la lecture qu'on avait fait sur les révoltes d'enfants à la fin du 19e et que justement, il y a aussi des raisons dans les résistances d'enfants pour le développement de cette catégorie d'adolescence qui a aussi été le moyen de dire ils sont dans une période intermédiaire, donc ils commencent à faire comme des adultes, mais ils sont pas encore assez raisonnables pour être des adultes, et donc on peut encore justifier une domination très dure envers cette catégorie de la population. On avait vu ça du coup dans l'article d'une historienne qui avait fait un article sur les révoltes dans les lycées à la fin du 19e siècle. La fin du 19e siècle, c'est un moment aussi où, on va dire, dans les sciences un peu nouvelles, donc la psychologie, etc., se détermine un peu la définition de ce qu'est l'adolescence, qui est du coup une notion largement remise en jeu. Les adolescents peuvent être... Donc du coup, voilà, ils n'étaient pas dans un cadre institutionnel unique, les adolescents pouvaient être apprentis, travailleurs, paysans, étudiants, ou de jeunes désœuvrés, et même occasionnellement des personnes mariées, bien qu'après le mariage, à n'importe quel âge, les jeunes étaient généralement considérés comme des adultes. Donc il y a aussi des rituels, là, typiquement rituels de mariage, qui fait que, en vrai, pour certains adolescents, ça permet aussi un peu de squeezer la phase d'adolescence, parce que dès que t'es marié, t'es considéré comme un adulte, quasi indépendamment un peu de ton âge. Dès les années 1960 et 70, l'adolescence a été découverte comme un nouveau stade de développement au début de la période moderne. Le psychologue Erik H. Erikson a défini 8 stades du développement humain dans lesquels se trouvait l'adolescence, mais ces tentatives d'approche psychohistorique et plus encore celles de Jod Maus se sont révélées difficiles à accepter pour les historiens de l'éducation qui restent méfiants à l'égard des cadres temporels trop rigides en histoire et plus respectueux de la vision d'une évolution changeant de l'âge de la puberté et de la maturité sexuelle. La construction historique de l'adolescence a été le fait des historiens eux-mêmes, et par exemple de l'étude pionnière sur les enfants et les jeunes de la Renaissance jusqu'en 1650
de l'historien de la psychologie néerlandais Harry Peters. Peters reconnaît l'adolescence comme période de bouleversement émotionnel et de comportement ambivalent. D'autres ont pris la suite, essayant de découvrir par des recherches méthodiques des schémas significatifs de comportement adolescent, comme par exemple Nathalie Zemon Davis dans un article fondateur publié en 1971 sur les groupes de jeunes et les charivari en France au début de l'époque moderne, qui a fortement influencé les recherches qui ont suivi en Europe et en Amérique. Ce n'était pas vraiment l'éducation et sa pratique qui étaient en jeu dans ces études, mais l'approche psychologique, anthropologique et culturelle d'un groupe d'âge et son action sur la symbolique de l'âge dans la société. Quelques années plus tard, Robert Munchausen, j'arrive pas à prononcer le nom, donc Robert, dans son invention de l'homme moderne, a expliqué l'avènement de l'adolescent moderne dans le nord de la France et en Flandre à la fin du XVe siècle, lorsque la structure patriarcale de la famille s'est estompée et que les tensions entre les hommes adultes et les fils célibataires se sont accrues. Ok. Bon, du coup, là, tout ce qui est dit, ça va un peu dans le sens du fait que c'est compliqué de faire des grandes catégories de stades de la vie, comme l'adolescence, et de les conserver, du coup, dans l'histoire. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal répété. C'est juste que bah, là, c'est fourni avec des documents de recherche, etc. Et je voulais juste peut-être un peu préciser, là, ce qui était dit à la fin sur l'idée que l'adolescent moderne dans le nord de la France et en Flandre à la fin du XVe siècle apparaît à la fin du XVe siècle lorsque la structure patriarcale de la famille s'est estompée, que les tensions entre les hommes adultes et les fils célibataires se sont accrues. Je pense que ça peut être un peu piégeux la formulation parce que qu'est-ce qu'on entend par structure patriarcale de la famille? Là, c'est Tal Peter Bromerx dans sa thèse, du coup, qui a été publiée sous le nom La domination oubliée. Parfois, on différencie la structure patriarcale de la famille d'une rupture qui nous fait arriver au paternalisme libéral. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a une estompation du modèle patriarcal qu'il n'y a plus de pouvoir de l'homme dans le foyer, quoi. En fait, la structure patriarcale, c'est l'idée que il y a un patriarche de la famille qui a le pouvoir sur sa descendance et qui a le pouvoir sur toute sa descendance. Donc typiquement, par exemple, quand tu es un homme, ton père a une autorité sur tes enfants, puisqu'il reste le patriarche de la famille. Il a une certaine autorité qui fait que du coup, tu dois encore te soumettre à lui, et ça, c'est lié à l'ancien régime, etc. Quand il y a la modernité qui arrive avec l'idée de faire des démocraties de citoyens égaux, etc., ça ébranle ces structures patriarcales avec évidemment des fils et voilà, il parle de tensions entre les hommes adultes. Donc voilà, il y a des tensions entre les fils et les patriarches, etc., qui se mettent qui arrivent. Et l'autorité des patriarches est contestée par ses fils qui veulent avoir le pouvoir sur leur unité familiale. Et donc du coup là, on va parler du fait que la structure patriarcale de la famille s'estompe. Et donc du coup, c'est pas du tout le pouvoir des hommes qui s'estompe. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une certaine configuration de pouvoir dans la famille qui change. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair. Salut. La conflictualité entre les hommes d'une même famille vient-elle pas du patriarcat? J'imagine que oui, qu'on peut tout à fait dire ça. Mais donc, ce que je voulais juste préciser, c'est que voilà, là, dans l'article, la manière dont on utilise le terme structure patriarcale, ça renvoie à cette forme qu'on appelle des fois patriarcaliste de la famille. Et du coup, ça veut pas du tout dire que parce que cette structure s'estompe, le patriarcat en général, enfin le patriarcat tel qu'on l'entend dans la théorie féministe actuelle, par exemple, s'estompe. Parce que du coup, le paternalisme libéral peut très bien être approché comme une structure patriarcale. C'est pas un problème, quoi. Ça marche, merci. C'est la structure patriarcale de la famille qui s'estompe, qui crée la conflictualité, et pas le patriarcat en général. Voilà, exactement, ouais, c'est ça.
On reprend donc, il y a des tensions qui naissent entre les hommes adultes et les fils célibataires qui se sont accrues. Et donc oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la catégorie d'adolescence apparaît d'abord pour décrire en fait souvent la jeunesse plutôt favorisée, la jeunesse bourgeoise, parce que ça va être notamment dans les sociétés d'héritage où l'héritage se concentre et pour les enfants de familles bourgeoises, l'accès à l'héritage, c'est l'accès à la vie publique en même temps. Et ben évidemment, ils vont avoir tendance à contester l'autorité, patriarcale parentale, en tout cas patriarcale du patriarche, pour avoir accès le plus rapidement possible à l'héritage et avoir le plus rapidement possible accès à la vie publique. Et donc du coup, oui, ça va avec ce que tu disais tout à l'heure, du fait que oui, le conflit entre les fils et les pères, etc., découle aussi de la structure patriarcale. Du coup, de la société en général, si on se limite pas au patriarcalisme dans les familles. Mais donc du coup, voilà, l'adolescence, souvent, c'est aussi c'est utilisé pour désigner d'abord, souvent ça apparaît d'abord dans les classes favorisées pour des jeunes bourgeois qui veulent accéder à l'autonomie politique, à la vie publique, etc. Et dans les conditions où ils sont, l'héritage, c'est quasi une condition de possibilité pour pouvoir faire ça. Encore une décennie plus tard, Ilana Crossman, Ben Amos et Paul Griffith ont découvert l'adolescence dans le monde anglophone du début de la modernité, un ouvrage collectif sous la direction de Giovanni Levi, et Jean-Claude Schmitt a consacré l'adolescence comme une classe d'âge historique à part entière dans une position liminaire entre l'enfance et l'âge adulte. Une fois de plus, ce n'est probablement pas une coïncidence qu'en 2002, un ouvrage multidisciplinaire édité par Konrad Eisenbichler a été publié sous le titre de The Premodern Teenager. L'adolescence a conquis sa place comme phase intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte, mais le nom approprié pour cette phase de la vie demeure incertain. La notion inoffensive de jeune suggère que la découverte de l'adolescence prémoderne a peut-être été aussi été lourdement liée à l'analyse contemporaine des groupes de jeunes. En d'autres termes, la conscience et les représentations sociales actuelles ont guidé la perception et la découverte du passé. Et voilà, c'est avec l'image en tête de l'étude des groupes de jeunes qu'on a pu redécouvrir l'adolescence dans le passé en faisant l'histoire. Donc du coup là on est vraiment dans la pratique historique. Pourtant le siècle précédent aurait dû être conscient d'un âge adolescent avec sa propre cohérence interne. Le Tour de France des apprentis dans de nombreux métiers, le voyage international des professionnels étrangers et des fils de marchands, ainsi que le grand tour des jeunes étudiants par exemple, étaient des expériences liées à une phase précise dans le développement de la personnalité de jeunes hommes, du jeune homme et les pratiques culturelles attachées à ce voyage, ainsi que les carnets de voyage qui subsistent, témoignent de la conscience de cet état. Et là, qu'est-ce qu'il dit là, il dit que c'est étonnant que la catégorie, les catégories de la jeunesse et de l'adolescence aient été redécouvertes dans l'histoire de manière rétrospective, parce que dans les siècles précédents, il y avait une série de pratiques, et notamment là il parle des pratiques d'instruction, parce que évidemment les tours de France des apprentis, ça c'est une pratique d'instruction de la manière dont on apprenait un métier, quoi. En fait il y avait plusieurs on va dire rituels sociaux, rituels culturels, etc., qui étaient liés à un certain âge, devrait nous montrer qu'à cette époque aussi, on a conscience d'un certain état à un âge donné, sans pour autant qu'on ait la catégorie de jeunes ou d'adolescence de manière aussi claire et distincte que dans les siècles d'après. Il en va de même pour les fameuses abbayes, ces structures plus ou moins informelles dans lesquelles des groupes de jeunes locaux se socialisent en transmettant de génération en génération des règles strictes, des symboles et des rituels. Donc on va passer à la prochaine partie qui est consacrée à la pratique universitaire. Il est clair qu'une discussion satisfaisante sur la découverte de l'enfance dans la pratique universitaire demanderait une histoire à peu près complète de l'entièreté de notre discipline. Bonne chance.
Même en négligeant l'Antiquité et le Moyen-Âge, il y a des centaines de noms de savants et d'universitaires et d'éducateurs qui devraient être mentionnés. Cette liste irait d'Erasme de Rotterdam, qui définissait l'enfant en termes négatifs comme un petit homme à ajuster et à civiliser, comme objet d'une acculturation sociale, en passant par Comenius, Pestalozzi, Froebel, Claparède et Montessori, découvrant l'auto-éducabilité des enfants, jusqu'à, pour ne citer que quelques éducateurs modernes au hasard, Ferrer, Iguardia, Korchak, Makarenko, que je connais pas lui, Illich, Françoise Dolto. Et même Boris Cyrulnik avec sa notion de résilience fondée sur la découverte de l'étonnante capacité de l'enfant à affronter, résister et à surmonter les traumatismes majeurs de sa courte vie. Mais laissez-moi me limiter à quelques remarques générales et une question. De manière générale, 3 grands courants de recherche universitaire peuvent être distingués en vue de notre thématique. Premièrement, les chercheurs ont découvert l'existence historique de l'enfance, sa capacité d'action et son contexte familial et social comme un fait à part entière. Ils l'ont alors décrite comme une catégorie significative pour la recherche et pour l'éducation, indépendamment de la théorie scientifique et de l'intervention sociale. Deuxièmement, les chercheurs et éducateurs ont découvert et défini la normalité de l'enfant, leur créativité et leur comportement déviant au cours de l'histoire du point de vue de leur développement cognitif, social et émotionnel. Troisièmement, les chercheurs ont découvert comment l'enfant a été construit à travers des interventions dans le champ de la médecine, de la physique et dans le champ social à travers par exemple le désir d'éduquer, comme l'a nommé le titre de l'ouvrage néerlandais récent de Jeroen Dekker, à travers la médicalisation de la petite enfance ou à travers la criminalisation des comportements déviants. Donc, si on récapitule, donc, il y a 3 grands courants, enfin, ouais, 3 grands axes plutôt que des grands courants parce qu'on a l'impression qu'ils s'opposent, mais je pense que c'est plutôt des axes dont il faudrait parler. Il y a 3 grands axes dans la recherche universitaire sur la question de la découverte de l'enfance. Donc premièrement, c'est la découverte de l'existence historique, donc la découverte que de fait, il y a une catégorie d'enfance qui existe dans l'histoire, qui mène à certaines pratiques qui se développent dans certaines institutions, qui a certaines pratiques sociales qui sont à part entière, et donc du coup l'enfant existe de fait en tant que tel, sans qu'on ait à se préoccuper de la théorie scientifique et de ce qu'est l'enfant exactement. Et donc du coup, oui voilà, donc il y a existence de l'enfant de fait. Après, il y a une recherche qui est plus, un axe de recherche qui est plus lié à une théorie du développement de l'enfant, du coup, avec l'idée que l'enfant c'est un être en développement dont il faut faire du coup aussi la genèse. Et troisièmement, voilà, il y a l'enfant découvert en tant que catégorie qui existe en tant que tel et on voit ça à travers des pratiques, et des discours sociaux. Deuxièmement, il y a l'étude de l'enfant en tant que c'est un être en développement et il faut décrire comment il se développe lui-même du coup dans la société mais aussi au niveau cognitif. Et troisièmement, l'étude de comment la catégorie d'enfance elle-même est construite de l'extérieur par certaines envies. Par exemple, l'envie d'éduquer, et donc du coup par ce qui est l'extérieur de l'enfance, c'est-à-dire le monde adulte, quoi. Et donc là, particulièrement, le monde adulte aussi scientifique, donc les sciences de l'éducation, la psychologie, etc. De manière générale, l'enfant est découvert ou redécouvert à partir du XVIIIe siècle. Une nouvelle vision globale de l'enfant se développe, de manière quelque peu paradoxale, à la croisée de 2 mouvements opposés. D'une part, l'enfant n'est plus considéré comme un jeune adulte, mais comme une personne avec ses propres droits et son propre niveau de développement. Donc voilà, là on sort de ce qu'on disait tout à l'heure par exemple sur Erasme, qui dit que l'enfant finalement c'est juste un
adulte en miniature qu'il faut acculturer, etc. Là, l'enfant, ce n'est plus un adulte miniature. L'enfant, c'est du coup un être à part entière avec des droits particuliers. Et il y a des droits particuliers qui sont reliés à un certain niveau de développement. Pourtant, d'autre part, l'enfant est en réalité un adulte en construction et doit être considéré comme un membre de la société à part entière, avec ses manières puériles, mais pas fondamentalement différentes, de grandir, d'apprendre et socialiser, qui autorise l'intervention des adultes à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie de l'enfant. Donc là, oui, c'est le paradoxe un petit peu bizarre. Et en fait, c'est aussi un petit peu ce paradoxe qui font de l'idée de classe d'enfants que je développe un peu dans la dernière vidéo qu'on a publiée sur la chaîne YouTube. Mais il y a... en fait, c'est là que réside le paradoxe. C'est que d'un côté, on dit l'enfant diffère en nature de l'adulte, c'est quasi... il a un autre herse, quoi. Et en même temps, l'enfant est un adulte en devenir, et donc il y a déjà de l'adulte dans l'enfant. Et il y a un mouvement d'émancipation qui fait qu'il va passer de l'enfance à l'adulte, mais pourtant les deux diffèrent en nature. Et donc du coup la question c'est quand même très paradoxal de dire que... Parce que bon voilà, une nature c'est quand même être... quand on parle de nature, souvent voilà, c'est pour désigner quelque chose qui est tout à fait stable. Et donc du coup c'est toujours bizarre de dire que on change de nature au cours de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire de changer de nature, quoi. Mais en tout cas, voilà, il y a ce paradoxe qui se pose à partir du XVIIIe siècle, avec l'idée que non, l'enfant est d'une nature différente, et pourtant une nature différente que l'adulte, et pourtant l'enfant est destiné à devenir un adulte. La question à laquelle il faut répondre est donc assez simple. Les personnes des temps passés ont-ils réellement et toujours reconnu les enfants comme des personnes à part entière? Ont-ils réellement aimé leurs enfants? Et s'il y a réellement eu un changement dans les préoccupations parentales à travers l'histoire, comment est-il survenu? Voilà, parce que du coup, si on considère que les enfants sont des jeunes adultes et pas à part entière, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on aime les enfants? Déjà, est-ce qu'on les aime en tant qu'enfants? Et est-ce qu'on a les mêmes rapports à... Enfin, du coup, on n'a plus le même rapport émotionnel à l'enfance à partir de ce moment-là, quoi. Donc, avant la deuxième moitié du XXe siècle, il était difficile de poser la question, soit parce que la réponse était une évidence, oui bien sûr, ou la question n'avait pas d'objet, parce que la conviction générale parmi les historiens était que les enfants étaient considérés comme des adultes de poche sans considération pour le genre. Cependant, de nouvelles tendances dans l'écriture de l'histoire ont changé ces perspectives. Les années 1960 et 1970 ont apporté ce que nous pourrions peut-être appeler une découverte négative de l'enfance, ne cherchant ni à insister sur ce qu'était réellement l'enfant, ni à partir du monde social et institutionnel de l'école et du soin des enfants. Attendez. Pause, je relis la phrase. On fait pause. Cependant, de nouvelles tendances dans l'écriture de l'histoire ont changé ces perspectives. Donc ils ont changé quelle perspective? L'idée que les historiens se faisaient de l'enfance comme adultes de poche avant. Les années 1970 ont apporté ce que nous pourrions peut-être appeler une découverte négative de l'enfance, donc, c'est-à-dire une découverte qui ne cherche ni à insister sur ce qu'était réellement l'enfant, ni qui n'opère pas à partir du monde social et institutionnel de l'école et du soin aux enfants, comme le fait habituellement une histoire positive de l'éducation. Car l'histoire se fait habituellement à propos de ce qui est arrivé et à peu près jamais à propos de ce qui n'est pas arrivé. Voilà, donc c'est en ça qu'elle est négative, c'est que c'est une histoire qui se propose de ce qui n'est pas arrivé, mais je suis pas sûr de bien comprendre encore. Donc au contraire, les nouveaux historiens ont préféré insister sur les attitudes envers les enfants, qu'elles soient positives ou négatives, sur la représentation de l'enfance et donc sur les pratiques et les formes d'action reconnaissant l'enfant en tant que tel. L'histoire des mentalités, d'abord en France puis ailleurs, a découvert l'enfant comme une catégorie oubliée de la vie prémoderne elle-même. Ah oui, voilà. Ok, donc ça devient plus clair de ce qui est entendu par une histoire négative qui prend appui sur des choses qui ne sont pas arrivées. C'est-à-dire qu'on fait l'histoire de l'enfance en découvrant que c'est une catégorie qui n'était pas présente, voilà, qui était oubliée dans la vie prémoderne,
soit pas présente, soit oubliée. Et donc, du coup, une présentation qui n'avait pas lieu, en fait. Donc, on fait une histoire à partir de quelque chose qui n'est pas arrivé. Ce qui est une manière particulière de faire l'histoire. Donc, Philippe Ariès, et donc là, on va reparler de Philippe Ariès, le fameux, et là, je vais avoir deux, trois petites choses à dire. Philippe Ariès est souvent cité comme étant le premier auteur qui a historicisé avec succès l'enfance, ou mieux l'attitude à l'égard de l'enfant. Et donc ça, il l'a fait dans un livre fameux qui s'appelle L'enfance et la vie de famille sous l'Ancien Régime. De manière significative, il était un historien privé aux marches de la profession académique, donc c'était pas un historien professionnel. Il était par conséquent libre intellectuellement de rester ouvert à de nouvelles découvertes. D'après Ariès, jusqu'à l'ère moderne, l'enfance aurait été un fait historique volontairement négligé par les acteurs historiques et par conséquent est resté invisible aux historiens eux-mêmes. Les parents médiévaux et prémodernes étaient réticents à s'attacher à des enfants qui, en ces temps difficiles, mouraient en grand nombre de maladies, de la peste ou d'accidents avant d'atteindre l'âge adulte ou même l'adolescence. Se protégeant ainsi d'une vie de deuil, les parents pouvaient et prenaient soin de leur enfant, mais sans s'impliquer émotionnellement. Conséquemment, après les toutes premières années de soins physiques nécessaires à la pure survie physique de l'enfant, l'éducation en elle-même restait vague, amorphe et largement tacite, se limitant à la répétition d'une même sagesse impersonnelle et séculaire à la base de leur propre formation. Cependant, dès le début de la période moderne, les attitudes changent. L'enfant a été découvert par la noblesse et la bourgeoisie qui ont attaché une importance croissante à une éducation correspondant à ce qui était de plus en plus reconnu comme l'enfant, entre guillemets. La recherche universitaire, la recherche universitaire découvre l'enfant comme objet de raisonnement philosophique, d'intervention pédagogique et de préoccupation sociale. Oui, non, ce que j'ai à dire, je le dirai après. On va continuer. Ariès a-t-il aussi expérimenté un moment d'eureka, un sentiment authentique de la découverte de l'enfant du début de la période moderne? Les points de vue proposés par Ariès ont été tout sauf des découvertes instantanées. Il avait travaillé pendant de nombreuses années sur l'histoire démographique de la France et sa femme, qui était historienne de l'art, l'a rendu sensible aux représentations visuelles de l'enfance. Ces deux sources de la recherche ont convergé vers la reconnaissance d'un changement fondamental quelque part au début de la période moderne, partant d'une perspective structurelle et démographique impliquant l'étude du rôle de la famille dans la société. Ariès a progressivement glissé vers une histoire des attitudes subjectives en regard des données démographiques objectives, ce qui le mène au constat évident que les mentalités ont changé, et les mentalités à l'égard de l'enfance ont changé. Cependant, pour que le développement de cette recherche soit traduite en un livre à thèse forte, une étape était encore requise, qui n'a peut-être pas la forme de l'expérience singulière d'un moment d'Eureka, mais plus probablement sous la forme d'une période d'Eureka. En fait, la découverte de l'enfant était fortement liée à l'histoire personnelle d'Ariès, impliquant sa curiosité comme jeune homme ayant été éduqué dans une famille catholique très traditionnelle, tournée en direction d'un passé définitivement perdu, et le sentiment de rupture très forte entre l'enfance et l'âge adulte inculqué au travers de l'éducation sévère d'un collège jésuite. Ariès, dans L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, retrouve à travers des méthodes scientifiques une sorte d'âge d'or de l'enfant, une image plus réconfortante de l'enfance et de la famille, et de la relation entre l'enfant et ses parents que celle qu'il trouvait dans sa propre société. Il a alors redécouvert l'enfant qui avait été perdu. Malgré les critiques inévitables et souvent justifiées de son modèle linéaire d'évolution, l'impact du livre d'Ariès a été énorme dans toutes les disciplines qu'il concerne. En affirmant le poids historique de l'amour pour l'enfant ou son refoulement conscient ou inconscient, les historiens ont dressé un grand récit, un large tableau, non pas de l'enfant lui-même, mais essentiellement de l'enfant dans le contexte éducatif de la vie familiale,
comme l'indique explicitement le titre du livre d'Ariès. Il s'agissait d'une nouvelle histoire sociale où tout s'est rangé à sa place. Art, littérature, idées, valeurs, philosophie et même histoire sociale. L'étude d'Ariès a été largement célébrée comme une avancée majeure dans l'histoire des mentalités et Ariès le vécut comme une victoire personnelle dans le champ de l'histoire universitaire. La découverte de l'enfance par Ariès a aussi conduit d'autres chercheurs à des découvertes ou réévaluations similaires. Soudainement, les images historiques d'enfants étaient vues avec un regard différent. La représentation visuelle de l'enfant est arrivée comme un thème qui a fait tendance dans l'histoire de l'art. Les enfants sur les peintures étaient reconnus comme des enfants et plus comme une imitation d'adultes ou un clone de leurs parents. Derrière une apparente vision terne de jeunes gens déguisés en petits adultes, les enfants sont devenus visibles de manière propre et singulière et ont été perçus autrement. Non pas comme des marionnettes habillées, de jouets et considérés comme de simples objets d'histoire de l'art, mais comme de jeunes êtres humains dont les attributs picturaux témoignent de la montée d'idées spécifiques sur l'éducation, le genre et les pratiques culturelles. Les années 70 et 80 ont vu naître une multitude d'albums, d'expositions et d'études sur les enfants dans l'histoire. Donc certaines de ces expositions et de ces nouveaux récits qui naissaient étaient plausibles eu égard aux grands récits historiques, d'autres plus controversés comme les interprétations de l'enfance de Simon Schama dans le chapitre Dans la République des enfants, dans son ouvrage influent et largement célébré sur les débuts de la période moderne dans la République néerlandaise Embarrassment of Riches. Quoi qu'il en soit, l'enfant est redevenu un objet autonome de l'historiographie. À partir de là, le passé éducatif était définitivement compris de manière différente. C'est à partir de cette toile de fond que nous devons comprendre le succès d'autres récits majeurs qui impliquent les enfants dans le passé, comme celui de Michel Foucault, sa vision de la disciplinarisation du corps de l'enfant, passant par sa surveillance, sa punition, et par la restructuration de la société comme un réseau d'institutions dans lequel les jeunes et les vieux sont enfermés dans l'intérêt de leur propre éducation comme membres dociles de la société, doit beaucoup à l'interprétation d'Ariès de l'image de l'enfant comme interprétation narrative moderne. Ariès avait lui-même déjà évoqué dans son ouvrage le grand enfermement des jeunes dans les écoles, les collèges, les hospices et maisons de travail et autres institutions disciplinaires. Donc ça oui, voilà, c'est d'habitude on parle de grand enfermement en parlant de l'histoire qu'a fait Michel Foucault de ce qu'il appelle la société disciplinaire, qui se caractérise par la mise en place dans la modernité de différents lieux d'enfermement. Et donc dans ces lieux d'enfermement, il y a les prisons, évidemment, les prisons telles qu'on les connaît aujourd'hui, les hôpitaux également, les écoles, etc. Qui sont tout un tas d'institutions qui naissent à ce moment-là et qui, du coup, sont caractéristiques de ce que Foucault appelait la société disciplinaire. Mais, et c'est là que moi j'avais été surpris en lisant Ariès, de trouver déjà chez lui l'expression de grand enfermement, puisque en fait le livre d'Ariès est paru, je me rappelle plus exactement quand, mais c'est quelques années avant la thèse de Michel Foucault sur l'histoire de la folie. Et Michel Foucault paye très peu ses dettes intellectuelles, du coup je crois qu'il le cite jamais. La psychanalyste Françoise Dolto, bon là aussi il faudrait... La psychanalyste Françoise Dolto, célèbre pour la sensibilité de son travail auprès des jeunes adolescents, a découvert à travers le livre d'Ariès une conception plus ancienne de la jeunesse que celle actuelle des adolescents avec lesquels elle a travaillé, une jeunesse en quelque sorte rayonnante d'autonomie. Françoise Dolto aussi célèbre pour des positions quand même, j'allais dire plus que discutables, mais on pourrait dire choquantes sur la sexualité des enfants. Donc il faut le dire. Une jeunesse qui n'était pas encore étouffée par la pression des images sociales dominantes de l'enfance, ni totalement amarrée aux structures établies de la famille, ni suffoquée par une hyper-attention éducative. Ces images historiques ont guidé sa découverte personnelle de la jeunesse d'aujourd'hui et ses plaidoyers passionnés et constants pour que les adolescents soient pris au sérieux en tant que jeunes autonomes dotés de leur propre langage
et ensemble de pratiques qui doivent être respectées comme existant réellement, quand bien même il s'agirait de phases transitoires dans le parcours de chaque être humain. D'autres chercheurs mineurs ont utilisé la thèse d'Ariès comme un tremplin pour leur propre découverte dans le champ de l'enfance et de l'éducation. La philosophe française Elisabeth Badinter, par exemple, a commencé à travers des livres, des conférences et des interventions dans les médias audiovisuels, ce que j'appellerais une croisade publique contre l'idée du caractère inné de l'amour maternel pour les enfants. L'amour parental aurait en fait été à peu près absent avant l'ère moderne. Et l'amour maternel a fait une apparition plutôt tardive dans l'histoire. Sa thèse, fondée majoritairement sur des textes normatifs et littéraires, a été présentée comme une réelle découverte personnelle. Dans cette, dans cette époque très réceptive et sensible aux questions de genre, elle a été confortée dans sa thèse par d'autres découvertes concernant la fréquence du recours aux nourrices, des placements en pension des enfants et nourrissons, ainsi que sur les abandons d'enfants. Le point important pour notre thème n'est pas vraiment de savoir si ces auteurs ont raison et s'ils sont suivis plus ou moins consciemment une tendance émotionnelle et intellectuelle dominante de la société moderne, qui ne résiste pas toujours à un examen méthodique et approfondi. Le point est que selon leur propre perspective, ils ont découvert des dimensions jusque-là cachées de l'enfance, du soin et de la négligence envers les enfants, enrichissant ainsi notre corpus de connaissances sur l'enfance et l'éducation. Par où commencer? Je vous rappelle que... euh, parce que du coup, Ariès, vous l'avez compris, a eu vraiment une espèce de travail pionnier dans l'histoire de l'enfance. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est euh, un des premiers historiens à avoir, du coup, avec succès, réussi à historiciser la notion d'enfance. Et du coup, à montrer que le sentiment de l'enfance, les mentalités dirigées vers l'enfance, sont pas atemporelles et que, en tout cas pour lui, elles sont nées aux alentours de la période moderne, notamment parce que du fait de la baisse de la mortalité infantile, l'enfance pouvait prendre de la valeur émotionnelle vis-à-vis des parents, etc. Et que ça a changé ça, les représentations picturales, et ça a changé la relation à l'enfance de manière générale. Bon, déjà, c'est quelque chose qui est critiqué. Bon, là, ils le disent dans l'article, il y a une vision un peu linéaire de l'évolution qui peut être critiquée, dans le sens où, parce qu'à une époque, le sentiment de l'enfance n'existait pas, ça ne veut pas dire que les périodes précédentes n'avaient pas de sentiment de l'enfance. Par exemple, on peut se demander si, pendant l'Antiquité, alors que les familles patriciennes envoyaient leurs enfants dans des écoles, avec des pédagogues, du coup, qui étaient les esclaves chercher de l'éducation des enfants. Bon, est-ce qu'ils avaient, un certain sentiment de l'enfance? Peut-être que c'est une période antérieure, mais peut-être que le sentiment de l'enfance existait à ce moment-là et que l'évolution n'est pas totalement linéaire. Bon, ça c'est un point. Bon, c'est pas le plus important, mais c'est surtout que là, l'article donne une explication biographique de pourquoi Ariès s'est tourné vers l'enfance et a finalement réussi à retrouver une espèce, on va dire, d'âge d'or de l'enfance, du coup, qui est l'âge d'or de l'enfance, qui serait le moment de sa découverte où on va se mettre à prendre soin de l'enfance, etc., qui ne correspond plus exactement à la société où il vit. Et donc ça serait presque une attitude un petit peu réactionnaire, on va dire, je sais pas comment dire, genre qui essaye d'aller réactiver dans le passé des choses qui n'ont plus lieu dans le présent. Et effectivement, il y a un truc que dit pas l'article et qui est assez important et qui m'avait beaucoup surpris moi à l'époque, c'est que Philippe Ariès, on peut le situer politiquement à l'extrême droite parce que Philippe Ariès a été dans sa jeunesse du coup proche de l'Action française. Voilà, il y a quelque temps, il milite au sein des lycéens et collégiens de l'Action française. Du coup, il a participé à un magazine dans lequel, bon, voilà, tous les gens d'extrême droite de l'époque sont passés, etc.
il s'est toujours revendiqué comme un traditionnaliste, etc. Il s'est un peu détaché, on va dire, des Brasiliaques, etc. Mais il s'est toujours voilà, revendiqué de droite, ce qui est très surprenant parce que moi c'est pour ça que ça m'a mindfuck, c'est que bon, d'habitude, l'extrême droite, on va pas se mentir, ils font des historiens de merde, quoi. Ils font des historiens qui sont pas très bons. Euh, Pourquoi? Parce que en tout cas, moi, de la manière dont je conçois l'histoire, c'est que l'histoire, c'est la science du changement dans les sociétés humaines, dans les sociétés humaines. Et donc, du coup, quand on essaye de dégager bon, des lois historiques ou en tout cas des schémas historiques, on essaye de comprendre comment les choses changent en fait. Alors que la plupart du temps, bah, les gens d'extrême droite, quand ils vont se confronter à l'histoire, ils vont plutôt chercher à trouver des essences, des choses qui ne changent pas. Typiquement, quand ils font l'histoire de France, ils vont faire un roman national avec l'idée qu'il existerait une France éternelle qui ne change jamais et qui du coup est hors de l'histoire. Du coup, ils font de la mauvaise histoire, vu qu'ils placent directement leur objet hors de l'histoire. À la limite, ils deviennent des espèces de métaphysiciens, mais en fait, c'est de la mauvaise histoire, quoi. Quoi qu'il arrive, c'est à peine de l'histoire. Mais donc, du coup, là, c'est ce qui est hyper étonnant avec Ariès, c'est que bah, lui, il est de l'Action française à la base et il s'est toujours revendiqué du coup traditionnaliste, donc à droite. Et pourtant, il va historiciser quelque chose qui est quasi, enfin en fait, c'est quelque chose qui est quasi remis en cause par personne en fait. Et même aujourd'hui, c'est très compliqué de le remettre en cause, de dire que l'enfance n'a rien d'essentiel et que c'est une construction historique, etc. Genre, tu dis ça à un repas de famille aujourd'hui ou tu dis ça avec des gens qui sont pas des gauchistes, ils vont te dire, mais qu'est-ce que c'est encore que ce délire woke qui a dit, bon, bah, on déconstruit le genre, etc. Et on dit que bah, les genres, c'est pas des essences éternelles. Et maintenant, vous allez nous dire que les enfants, c'est quelque chose de construit historiquement et que ça a une histoire et que c'est pas éternel. Bon, ça paraît être un acte, enfin, qu'on relie plutôt à quelque chose de, bah, du coup, de gauche, qui repère du coup quelque chose qui change dans l'histoire, qui se construit historiquement, en tout cas pas quelque chose d'extrême droite, quoi. Enfin, en tout cas, on ne fixe pas une essence. Et c'est pour ça que bon, c'est assez étonnant de voir que quelqu'un de l'Action française produit ce genre d'œuvre. Et c'est assez marrant de voir que pour une fois que l'extrême droite produit un historien intéressant, et ben ils savent pas quoi en faire. Évidemment parce que en vrai, Ariès n'a eu, en tout cas moi de ce que j'en sais, que des réceptions voilà, de l'école des Annales. Bon, c'est pas l'extrême gauche, hein, l'école des Annales, mais du coup qui est pas du tout, qui sont pas du tout des historiens d'extrême droite. Je sais qu'il y a par exemple des filles féministes radicales, genre Shulamit Firestone, qui se sont beaucoup basées sur Ariès. Il y a, on l'a dit, Michel Foucault, qui a été influencé par son travail. Et donc, du coup, la réception de Ariès, eh ben, elle se situe plutôt à gauche, en fait. En tout cas, si on veut la positionner politiquement. Et bah, du coup, les gens d'extrême droite en ont quasi rien fait de cette œuvre parce que, bah, oui, enfin, en fait, ça va pas avec une conception essentialisante de l'histoire, quoi. Et donc, bon, moi, jusque-là, j'étais là en mode, bizarre et genre j'arrivais pas trop à m'expliquer comment un type qui vient de là, qui vient de l'Action française peut accoucher de cette œuvre et comment en accouchant de cette œuvre il peut pas renier du coup des positions traditionnalistes. L'article qu'on est en train de lire apporte un semblant d'explication, j'ai l'impression, en disant que finalement, dans sa démarche personnelle, ce qui l'a amené à réhistoriciser l'enfance, c'est une vision, bah, du coup, comme je disais, réactionnaire avec l'idée qu'il y a un âge d'or de l'enfance qu'on peut retrouver dans le passé et qui n'est plus à l'époque actuelle. Mais même ça, genre, c'est quand même. Ouais, ça reste une œuvre qui continue de me sembler bizarre, même avec cette explication-là. Voilà, c'est un truc que je voulais dire parce que, bon, je trouve ça
un peu, parce que souvent quand on parle d'Ariès, on parle pas du fait qu'il a été engagé quand même. Bon, il était jeune, et il s'est un peu détaché, mais pas totalement non plus. Après, mais voilà quoi, il est passé par l'Action française. C'est un conservateur, enfin même un réactionnaire. Et pourtant, bah du coup, toute sa réception s'est faite à gauche en fait. Elle a été faite par des féministes, elle a été faite par Foucault, elle a été faite par l'histoire des annales. Voilà, faut aussi être conscient de d'où ça vient quoi. Donc des découvertes redécouvertes. Ce n'est probablement pas une coïncidence si une autre découverte de l'enfance a été redécouverte à la même période, donc la même période que Ariès. Il s'agit de la découverte de l'enfant originel non corrompu par la civilisation. Dans les décennies qui ont précédé, le sociologiste allemand Norbert Elias a écrit une somme substantielle d'études sur la disciplinarisation sociale et mentale des anciennes sociétés au travers du prisme de l'histoire des mœurs, de la formation de l'État et de la diffusion de la civilisation, en bref, au prisme de l'éducation, en un sens large qui inclut différentes classes d'âge, catégories sociales et statuts de citoyenneté. Donc oui, voilà, l'idée de civilisation des mœurs, c'est voilà, éducation au sens large, par exemple dans le sens où on va étudier la manière, par exemple, dont la bonne manière de parler se fixe, dont l'orthographe se fixe, etc. Et c'est le processus qu'on appelle civilisation des mœurs, quoi. Ici, je me réfère particulièrement à son influent ouvrage sur le processus de civilisation, recherche sociogénétique et psychogénétique, publié en allemand dès 1939. Après les années 60, ces études ont été découvertes par un large public, d'abord aux Pays-Bas, où Elias avait formé une école de sociologie, puis en Allemagne, en Amérique, finalement dans les pays latins. Le travail d'Elias a touché un large public interdisciplinaire de lecteurs et a globalement exercé une influence considérable sur la représentation globale que l'on se fait de l'évolution sociale et culturelle des sociétés antérieures. L'accent qu'il a fortement placé sur l'inévitable progression du processus de civilisation dans la société, parce que celui-ci était contenu dans le processus global de la formation de l'État, a été enrichi par d'autres penseurs systématiques tels que Michel Foucault. Cela, évidemment, aussi créé un certain nombre de sceptiques aspirant à une vision moins oppressive de l'évolution de la société, devant être illustrée par la persistance de vestiges non civilisés de l'ancien monde. Là, ce qui est dit, c'est que, bon, du côté de Norbert Elias, Michel Foucault et d'ailleurs même un peu Philippe Ariès, il y a une histoire du coup, de la civilisation des mœurs, mais en fait de la formation de l'État moderne, qui est une histoire qui met beaucoup l'accent sur la manière oppressive dont l'État moderne s'est formé. Donc, on a parlé du grand enfermement chez Michel Foucault et chez Ariès. Chez Elias, la civilisation des mœurs, pour lui, passe par, enfin, en fait, est un des processus dans le processus global de la formation de l'État. Donc, typiquement, par exemple, je parlais de la manière dont on normalise, par exemple, en France, la manière de bien parler, d'où l'orthographe se normalise. Bon, ça, c'est aussi lié à la naissance d'un État fortement centralisé qui va essayer de normaliser la culture sur un territoire et donc du coup bah, détruire les dialectes locaux par exemple et les cultures locales, normaliser l'orthographe, etc. Et donc tout ça c'est un peu des processus qui peuvent être décrits de manière du coup assez oppressive et donc du coup c'est pour ça que en réaction à ces histoires-là, il y a un certain nombre de sceptiques qui aspirent à une vision moins oppressive de l'évolution de la société qui doit s'illustrer par la persistance de vestiges du coup non civilisés, donc des vestiges, donc des choses qui n'ont pas été normalisées par l'arrivée de l'État moderne. Voilà. C'est dans ce contexte que nous devons placer la résurgence du vieux narratif sur l'enfant naturel, entre guillemets, dont la croissance est au-delà de la culture. L'histoire de la découverte d'enfants non civilisés prit alors un nouvel élan. Ces enfants non civilisés furent aussi appelés enfants sauvages, puisqu'ils viennent des bois, enfants loups, parce que ils étaient supposés avoir
étaient élevés par les loups. Donc voilà, il y a la figure de l'enfant sauvage qui réapparaît. Les enfants sauvages fascinent car ils représentent un état intermédiaire entre la nature et la culture, nature et éducation. En tant que tels, ils ont l'air de permettre la découverte du vrai enfant, entre guillemets. L'exemple le plus important est bien sûr le mythe déjà cité précédemment des jumeaux Romulus et Rémus, les enfants fondateurs de la cité impériale de Rome. Malgré leurs origines royales, ils furent rejetés par leurs parents et élevés par une louve comme des enfants loups et également par un berger qui représente dans ce récit mythique l'état de la civilisation encore proche de la nature. En 1965, un enfant de ce genre, d'abord abandonné par ses parents, puis recueilli par un berger, avant de grandir seul dans la nature dans la Sierra Morena durant 12 ans, a été trouvé en Espagne. Parmi ces enfants retrouvés se trouve l'enfant sauvage appelé Victor de l'Aveyron. C'est peut-être celui qui est le plus connu en France. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Victor de l'Aveyron, mais il y a un film qui est assez connu. Moi, je sais qu'on nous l'avait passé, on nous avait passé des extraits de ce film au lycée, qui raconte la tentative du coup du médecin qui a essayé de recueillir Victor de l'Aveyron et de l'éduquer et montrer que bah, c'était possible de l'éduquer, tout ça. Oui, voilà, c'est un film de François Truffaut. Euh, l'histoire de Victor de l'Aveyron a vécu, donc, se déroule aux alentours des années 1790 à 1828. Il se trouve être le plus connu grâce au film de François Truffaut, donc voilà, c'est ça dont je parlais. Un film qui s'appelle L'Enfant Sauvage, sorti en 1970. Victor a été trouvé comme enfant sauvage ou enfant loup à l'âge approximatif de 10 ans dans le département français de l'Aveyron par 3 chasseurs. Il était nu, ne parlait pas, grimpait aux arbres et gesticulait sans contrôle de lui-même apparent. Le jeune médecin Jean Itard le prit sous sa protection en 1801 et essaya durant 5 ans, sans beaucoup de succès, de l'éduquer selon les standards de la vie sociale de la société de son époque. Un autre exemple, peut-être encore plus fameux, est celui de Caspar Hauser, dont la vie énigmatique a été le sujet de nombreux livres, études et performances artistiques durant les 2 derniers siècles, et d'une pièce notable de Peter Handke, ainsi que d'un film de Werner Herzog. Lorsqu'on l'a trouvé dans les rues de Nuremberg à l'âge de 16 ans, le jeune homme, totalement négligé, ne connaissait que son propre nom. Donc voilà, une autre histoire d'enfant sauvage. Après avoir regagné une certaine conscience du monde culturel, il déclara avoir été enfermé dans le noir et isolé dans une cellule pendant 15 ans. Rapidement, des spéculations ont été faites racontant qu'il était un enfant caché de la marquise de Baden, Stéphanie de Beauharnais. En 1832, le juge local Ansel von Feuerbach publia un traité sur le garçon dans lequel il essaye, en partant des limites de ses aptitudes physiques, mentales et sociales, d'inférer ce que sont les éléments originels de l'état d'enfance. Et là, c'est marrant parce que dans ces cas modernes d'enfants sauvages, on retrouve un peu l'idée fantasmatique de se dire que un enfant totalement isolé nous donnerait la vérité de l'enfance qu'on trouvait déjà dans les récits dont on avait parlé des expériences faites par certains empereurs sur la question du langage originel, avec l'idée que en isolant totalement des enfants, on pourrait retrouver c'est quoi le langage naturel finalement que choisirait naturellement l'enfance. Bon, là, du coup, c'est pas des expériences qui sont faites à dessein, mais en retrouvant, voilà, comme ça, des enfants dits sauvages, on a l'impression qu'on va pouvoir déterminer ce qu'est véritablement, entre guillemets, un enfant. Que ces enfants aient été des garçons autistes, comme les médecins contemporains le suggèrent, ou qu'ils aient été les victimes de négligence ou de maltraitance, n'importe pas pour notre thématique. L'important est qu'ils ont été l'objet d'un acte de découverte émotionnelle par des chercheurs individuellement et par le grand public, ainsi que de représentations suggestives par des artistes qui ont pensé qu'une meilleure connaissance de leur origine et de leur nature permettrait de dévoiler les mystères de la jeunesse, de l'enfance ou de la genèse de la culture et des valeurs sociales.
La présentation d'enfants dans des états anormaux déclenche souvent de réels sentiments de découverte, car cela suggère la réelle pénétration de dimensions de l'esprit humain ou de la nature humaine jusque-là inconnues ou inaperçues. Ce qui laisse entendre que les adultes sont toujours gâtés par la civilisation, donc gâtés dans le sens pourri, et que, enfin pourri, oui, gâtés, du coup, ils perdent leur pureté, et ils deviennent du coup opaques. Alors qu'un enfant hors civilisation, lui, aurait quelque chose de pur, qui permet de retrouver quelque chose de la nature humaine. Mais qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est standard? L'anthropologie a ensuite ajouté d'autres formes de découverte. La découverte des dynamiques de groupe et des règles sociales, des classes d'âge plus jeunes, la plupart du temps cachées au regard des adultes. Donc évidemment, les plus jeunes ont aussi des dynamiques sociales. Les adolescents et les étudiants, bien sûr, mais aussi les enfants, aussi, ont leur propre hiérarchie, rite d'initiation, vie sexuelle, accordée à leur propre développement, et par conséquent difficile à découvrir pour les adultes, particulièrement ce qui concerne le passé. Dans de nombreux cas, le sens de la découverte des modalités de l'enfance passe par l'analyse de ces formes d'agentivité symbolique. Je suis pas sûr d'avoir compris la dernière phrase. La découverte des modalités de l'enfance. Donc, on va la découper. Découverte des modalités de l'enfance. Donc, les modalités de l'enfance, c'est la manière dont l'enfance est approchée historiquement. Passe par l'analyse de ces formes d'agentivité symbolique. Donc, l'agentivité, c'est la capacité qu'un acteur a à agir lui-même. Agentivité symbolique, donc, c'est la manière dont un acteur agit sur les représentations. Et donc oui, ok. Dans de nombreux cas, le sens de la découverte des modalités passe pas. Oui, et donc il faut analyser la manière dont les enfants agissent sur ces modes de représentation. Hein? Oh, je crois que je me suis perdu, je comprends plus rien. Non, c'est moi ou c'est pas clair? Tac, tac, tac. Donc oui, donc là on est parti dans le paragraphe de l'idée qu'il y avait une redécouverte des enfants naturels. Qu'on avait l'idée qu'on pouvait, enfin, qu'on pouvait redécouvrir justement quelque chose de la nature à travers les enfants sauvages. Bon, sauf que évidemment, ça c'est un présupposé, enfin ça repose sur un présupposé que eux ils seraient purs alors que les adultes seraient toujours gâtés par la civilisation. Euh, mais sauf que bah, du coup ça repose la question de qu'est-ce qui est normal et ça repose des questions. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du fantasme qu'autre chose, de penser une pureté de l'enfant sauvage. Ok, ça, on est ok. L'anthropologie a ensuite ajouté d'autres formes de découverte, la découverte des dynamiques de groupe, de règles sociales. Oui, donc ça, c'est d'autres types de découvertes de l'enfance qui sont hors de la découverte de l'enfant sauvage. Donc, c'est pour ça, je crois que c'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre, c'est que en fait, il n'y a pas de saut de paragraphe, mais on passe d'une découverte à une autre. Il y a la redécouverte de la figure de l'enfant sauvage, qui permet à un certain nombre de chercheurs d'avoir un sentiment de découverte de l'enfance. Et il y en a d'autres types de découvertes de l'enfance qui sont ajoutés par l'anthropologie. Donc, dans ce type de découverte, il y a la découverte des dynamiques de groupe et des règles sociales des classes d'âge plus jeunes. Donc, la découverte du fait que on peut décrire dans les groupes plus jeunes un certain nombre de règles sociales qui, la plupart du temps, échappent au regard des adultes. Et c'est pour ça qu'il faut un regard anthropologique, du coup, un regard qui s'implique pour pouvoir les décrire. Les adolescents, les étudiants, etc. Par conséquent, pour découvrir les modalités de l'enfance, il faut aussi décrire l'agentivité propre des enfants. Ok, je crois que c'est plus clair. Donc voilà, lié à ces nouvelles découvertes anthropologiques, il va falloir évidemment décrire la manière dont les sociétés enfantines agissent elles-mêmes sur la manière dont elles sont représentées à travers leur propre forme donc d'agentivité, leur propre forme d'action. Donc ils agissent à travers
euh, des, comment ils disent, des règles sociales qui leur sont propres, des dynamiques sociales de groupe qui leur sont propres. Ok, je crois que c'est ça. Et à défaut de mieux, on va dire que c'est ça, pour passer du coup à la toute fin de l'article. Et donc la toute fin de l'article, là, va parler plutôt des pratiques personnelles de l'historien dans la découverte de l'enfance. Et ce qui va être abordé, c'est vraiment la thématique de quelle relation a l'historien à son objet de recherche quand il fait la recherche sur la découverte de l'enfance. Donc comme on l'avait dit au début, il peut être tenté de vouloir se retrouver dans l'enfance, ou comme on l'a déjà vu avec Philippe Ariès, l'hypothèse avancée, c'est que Philippe Ariès a justement retrouvé un sens de l'altérité, a retrouvé une enfance complètement différente de celle de l'époque où il vivait, et donc du coup a essayé de retrouver quelque chose de très différent, une espèce d'âge d'or de l'enfance. Et donc du coup il y a la question de c'est quoi le rapport du chercheur à son objet. Je me dois d'être bref en ce qui concerne le troisième point d'intérêt du moment d'Eureka mentionné plus haut. Il s'agit en fait d'un appel pour les historiens à poursuivre leur auto-examen, à procéder à un examen de conscience. Historiquement, la découverte de l'enfant par les historiens survient en même temps que la découverte du moi. La conscience de soi, le sens d'une individualité unique, irréductible, apparaît durant la Renaissance. Il s'agissait du début de l'autofaçonnage conscient tel que Stephen Greenblatt l'a défini, soit d'une notion concomitante à l'éducation. Donc voilà, on découvre l'enfance en même temps que on découvre, on forme une image particulière de ce qu'est le moi comme un moi qui s'auto-façonne, par l'éducation notamment. Le sens d'un moi irréductible, le je, le ich, le I, est une notion de la modernité. Le moi personnel doit être construit et amené à son plein développement par l'auto-éducation ou à travers l'aide des autres. Nous savons que l'histoire culturelle de l'Occident peut être interprétée comme un lent déploiement de formes uniques de la conscience de soi, même si les anthropologues, psychologues et biologistes sont fondés à soumettre cette image globale à un questionnement sceptique. L'enchevêtrement historique de l'enfance et du soi doit nous garder en alerte. La découverte de l'enfant peut facilement évoluer vers une découverte de nous-mêmes à travers le transfert de valeurs de l'enfant historique à l'historien moderne et vice-versa. Les enfants ne nous laissent pas indifférents. Nous nous investissons dans leur compréhension et nous nous investissons encore plus si, comme en histoire, l'enfant a tendance à échapper à notre appréhension immédiate. Toute histoire personnelle est évidemment singulière et ne peut pas être réellement répétée. Pourtant, vous pourriez reconnaître certaines de vos propres préoccupations dans mon expérience personnelle que je prends la liberté de présenter en 3 phrases, pas pour ma propre satisfaction, mais parce que cela se trouve au cœur de notre thème de manière si évidente. Il y a quelques années, j'ai écrit la biographie d'un jeune adolescent néerlandais du XVIIe siècle en me focalisant plutôt sur les sources exceptionnelles témoignant de son expérience adolescente comme croyant mystique. Et donc là, William Fridtjof fait référence du coup à un livre qu'il a écrit qui s'appelle Fulfilling God's Mission, où il a écrit la biographie donc d'un jeune mystique. Cela a été pour moi une réelle découverte émotionnellement mobilisante, pas seulement de ce jeune homme particulier, mais de la manière dont les adolescents avaient accès à une capacité d'action significative et de la mentalité de cette société. Mais la découverte d'une personne du passé exige de l'empathie et une implication dans les catégories et les mécanismes psychiques de son époque. Le réel problème pour l'historien de l'éducation, d'après mon expérience, est donc de rester fidèle aux catégories de la vie passée, ainsi qu'à celles du présent dans une confrontation mutuelle constante, mais sans laisser l'un dépasser les frontières du présent et sans s'immerger totalement dans le passé ou s'identifier à l'enfant qui a été. L'histoire a lieu maintenant, pas dans le passé. Oui, donc voilà, l'acte de faire l'histoire, il a lieu maintenant, pas dans le passé. Nous voyons bien l'enfant du passé seulement si nous parvenons à ménager une distance proche et prudente.
car les émotions doivent être les nôtres, non celles du passé. Les émotions parlent du sens de l'histoire pour le présent, pas pour des temps passés. Mais les émotions sont piégeuses. Toute notre éducation scientifique a été dirigée vers l'élimination des émotions et des sentiments personnels. Pourtant, il y a des années de cela, notre grand historien néerlandais de la culture, Johan Huizinga, a inventé le fameux concept de sensation historique, c'est-à-dire de la sensation émotionnelle d'une réelle implication personnelle dans un événement passé, dans l'histoire d'une personne ou d'un vestige historique au travers d'un contact direct. Autrement dit, l'eureka, cette sensation historique. La découverte personnelle d'un enfant ou des enfants dans l'histoire peut bien correspondre à une telle sensation. Nous avons tous besoin de ces émotions personnelles autant que des prudences professionnelles que mérite une telle découverte. Point final. Et donc là, hop, c'est marrant, il cite Johan Huizinga. Johan Huizinga, c'est quelqu'un dont je connais bien un bouquin qu'il a écrit en 1933, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Homo Ludens, parce que Johan Huizinga, c'est un historien de la culture, mais donc du coup aussi philosophe assez connu, qui est connu pour avoir écrit, on va dire, le gros livre pionnier de philosophie du jeu, avant Kaiwa, etc. Mais voilà, on a terminé donc notre article, qui était, eh ben, que moi j'avais trouvé vraiment très intéressant, et en plus, là il y a plein de choses qu'on n'a pas lues dans cet article. C'est les notes de bas de page, mais donc du coup que j'ai traduit évidemment également. Et ça, c'est un des gros apports de l'article, hein, que j'aime bien, c'est que vu que c'est un article qui démarre un colloque d'historiens de l'éducation sur la thématique de la découverte de l'enfance, il y a en note de bas de page du coup plein de sources que j'irai sans doute voir par-ci par-là, hein. J'irai pas, évidemment pas tout voir, mais en tout cas ça donne plein de sources historiques sur l'histoire de l'enfance. C'est bien d'avoir plein de sources regroupées en un même article, et du coup là ça fait un panorama très général des différents problèmes que pose la catégorie d'enfance en histoire, et la difficulté qu'on peut avoir à faire une histoire de la découverte de l'enfance.